Salut, ici Louise Petrouchka, chargée des podcasts sur Mademoiselle. Merci d'écouter cet épisode de Sois gentille, dis merci, fais un bisou. Comme tu l'entends à cette douce musique, il est sponsorisé par Diafana à l'occasion de la sortie du film Les Fauves avec Lily Rose Depp et Laurent Lafitte au casting. Et je passe bien sûr la parole à Kalindi, notre rédactrice ciné-série qui l'a vue. Voici ce qu'elle en dit. Alors Les Fauves, c'est l'histoire d'une jeune femme de 17 ans qui s'appelle Laura et qui passe l'été en Dordogne dans un camping où il fait très chaud et où surtout elle s'ennuie pas mal. Alors bien sûr, tout n'est pas calme dans ce camping puisque des gens disparaissent et que même une rumeur galope selon laquelle un fauve serait responsable de cette disparition. Dans ce camping, Laura, elle fait aussi la rencontre de Paul, un homme plus âgé qui a l'air un peu mystérieux, pour pas dire franchement louche. Et du coup, la jeune femme n'a plus qu'un objectif, c'est de découvrir ce que cache Paul et surtout d'élucider le mystère de la panthère. J'espère que ça t'a donné envie d'aller voir le film. Tu trouveras dans les notes du podcast un lien vers la bande-annonce et la critique de Kalindi. Il est maintenant l'heure de Sois gentille, dis merci, fais un bisou. Et voir si ça tourne bien. Je disais qu'il était très joli ton parabobière. Merci beaucoup. On se tutoie, c'est très bien. Moi, ce que je te propose, c'est de participer. En fait, j'ai un podcast qui s'appelle Sois gentille, dis merci, fais un bisou. Les histoires des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Et c'est un format d'interview parcours-portrait qui permet d'inspirer toutes celles qui nous écoutent pour savoir un petit peu c'est quoi les petits carrefours de vie, tu sais, pas les grandes décisions qui font qu'on change l'existence, mais les petits carrefours, les petites décisions qu'on prend et qui fait qu'on devient qui on est. D'accord. Alors certes tu es jeune, mais tu as déjà une histoire intéressante, tu as un métier qui fascine et qui passionne plein de gens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de t'entendre raconter un petit peu ça. D'accord. Et je précise que c'est une interview qui est absolument non intrusive. J'ai vu un post Instagram très joli que tu as fait sur l'intimité. Et c'est très important pour moi. Si je te pose une question à laquelle c'était sur un projet photo où tu parlais de intimacy. Oui, exactement, voilà, ouais. c'est en anglais. Ah bah ça fait plaisir que vous avez lu ça, c'est gentil. Pourquoi tu toi Ah oui, pardon, je suis trop habituée à la... Mais moi pareil. Et, donc c'est hyper important pour moi. S'il y a des questions auxquelles t'as pas envie de répondre, tu me le dis. D'accord. C'est coupé. Next. Okay. Alors, j'apprécie, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans Sois gentille, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et mon invitée cette semaine est une inconnue très connue. En effet, tout le monde connaît le nom et le visage de Lily Rose Depp. Mais c'est tout ce que l'on sait vraiment d'elle et ça ne dit finalement pas grand-chose. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'avoir pu lui tendre mon micro pour que la jeune actrice et mannequin se raconte elle-même son parcours et son rapport à son métier. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Merci et bonne écoute. Lily Rose Depp, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Non, merci à vous. Tu es à l'affiche du film Les Fauves, dont Mademoiselle est très très fière d'être partenaire. Oui. On va essayer de se tutoyer, mais tu me vois. Oui, on va se tutoyer. Non, ça y est, c'est... Je l'ai. On se tutoie. La première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? 7 ans, c'est un âge très intéressant. C'est cool d'avoir choisi cet âge-là. Bah, franchement, j'étais assez sage. Je faisais pas trop de bêtises, ni à l'école, ni à la maison. Mais j'étais déjà actrice, quoi. Je me déguisais tout le temps. Je voulais toujours être déguisée en princesse, en talons. Je prenais les talons de ma mère. Je les mettais. J'étais, tu vois, même en couche, quoi. Même avant 7 ans, je faisais ça. Mais non, j'étais assez sage. Après, j'aimais beaucoup. Je faisais beaucoup de dessins. Je jouais à la poupée. J'étais assez créatif, on peut dire. C'est ce qui est pas mal. Mais non, j'étais toujours très gentille, sauf avec mon frère, quoi. Comment ça se passait pour toi à l'école ? C'était un environnement qui t'intéressait, qui te stimulait, ou au contraire, c'était un peu trop fermé ? À 7 ans encore ou juste en général ? En général. Parce que je pense qu'à 7 ans, c'est un peu plus facile d'être stimulé par l'école parce qu'en fait, c'est les copains et puis pas grand-chose d'autre, quoi. Mais non, moi, j'ai toujours bien aimé l'école plutôt pour les cours d'histoire et d'anglais. J'adore lire et j'adore l'histoire. Donc du coup, ça m'a toujours intéressée. Après, les maths et la science, ça n'a jamais été mon truc. Donc j'ai bien galéré avec ça à l'école. Mais une chose après, enfin,
toutes les écoles ont leurs défauts, mais c'est une chose que j'apprécie vraiment de l'école de mon lycée, c'est que j'ai lu tellement de livres sublimes grâce à eux que j'aurais peut-être pas lu si c'était juste à moi de choisir. J'ai lu plein de classiques, de choses magnifiques, de choses anciennes que j'aurais peut-être pas choisi pour moi-même, et que maintenant, étant plus grande, je suis très contente de les avoir lus. Et donc ouais, ça a été. Et puis socialement aussi, tous mes amis d'aujourd'hui, c'est des amis d'école, donc j'ai été très chanceuse comme ça. Ouais, moi j'ai adoré l'école. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as défendu une idée à toi, une idée originale, ton truc, tu t'es dit ça, c'est mon truc, et je veux que les gens y croient et me suivent? C'est très intéressant, comme je suis sûre qu'on m'a jamais posé cette question, c'est très intéressant. C'est peut-être quand j'étais en CM1 ou CM2, on faisait un truc dans ma classe où c'était genre on avait presque des rôles dans la classe comme des positions de gouvernement, genre il y avait genre le président de la classe, après il y avait le second, il y avait tout plein de rôles. Il n'y avait pas que des délégués de classe, il y avait une hiérarchie gouvernementale. Et oui, d'accord, exactement, il fallait faire des campagnes pour avoir la position que tu voulais. Et je me souviens, je devais avoir CM1, on a quoi, 9-10 ans, 8-9 ans, un truc comme ça. Je voulais absolument être présidente de la classe, et donc j'avais fait plein de posters, genre Lily Rose pour présidente et tout. J'avais fait toute une campagne, j'avais fait un discours devant ma classe pour dire c'est pour ça qu'il faut voter pour moi, je vais vous protéger, vous faire ci et ça. Et j'ai perdu. J'ai perdu, mais j'avais bien défendu ma cause, et mes copines avaient voté pour moi. Mais voilà. Ça t'avait rendu fière de défendre tes idées? Ouais, plutôt ma mère. À ce moment-là, c'était juste, je voulais juste être et j'étais vénère d'avoir perdu, mais bon. Non, mais c'était cool, et je trouve que c'est très sain de donner la parole aux enfants comme ça, très jeunes, et de les encourager à défendre leurs idées, quoi. Tu dis que t'étais vénère d'avoir perdu. Est-ce que t'as l'esprit de compétition? Et qu'est-ce que tu mets comme définition derrière esprit de compétition? Franchement, plus depuis que j'ai grandi, et je suis plus mûre que je l'étais en CM1, j'espère. J'ai plus trop l'esprit de compétition. En fait, j'ai vraiment j'ai vachement adopté l'esprit de tout ce qui arrive dans la vie arrive pour une raison ou pour une autre. Et que si y a quelque chose que tu veux vraiment, vraiment, et que tu l'as pas, c'est que c'était pas fait pour arriver, et donc faut pas désespérer, parce que c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Et donc non, maintenant j'ai plus trop l'esprit de compétition, parce que je me dis que si quelque chose est censé arriver, ça arrivera. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle? C'est le fameux quand je serai grande, je serai. Ouais, ok. Depuis que je suis toute petite, j'ai eu plein d'idées pour ce que je voulais être quand j'étais grande. Ma mère, elle est chanteuse et actrice, mais quand j'étais petite, je la voyais surtout en tant que chanteuse. Donc, vu que c'était mon idole, ça l'est toujours, mais c'est quand j'étais petite, je voulais vraiment faire tout comme elle. Donc, je me souviens, je devais avoir même pas 5-6 ans, quoi, que je disais je vais être chanteuse comme maman et tout. Mais après, je voulais aussi, je me souviens, j'avais plein d'idées. Je voulais être chanteuse, mais aussi mannequin, et danseuse, et princesse, et espionne, et peintre, et plein de trucs. Donc j'étais assez ambitieuse comme petite fille. Donc ouais, ça devait être à ce moment-là. Mais mes vraies premières ambitions professionnelles, c'était pas avant 15 ans que j'ai vraiment commencé à travailler. Qu'est-ce que tu mettais quand tu te projetais chanteuse, mannequin, c'était l'activité qui va occuper tes journées, un moyen de gagner ta vie, un moyen d'avoir de la reconnaissance sociale. Est-ce que tu as eu cette réflexion quand tu étais beaucoup plus jeune? À l'âge dont je te parlais, genre 5, 6, 7 ans, non. Après, pour moi, ça a été toujours juste une question de qu'est-ce qui va me rendre le plus heureuse. Et j'ai vraiment pas pensé à faire l'actrice jusqu'à ce que j'ai eu 15 ans et que j'ai tourné pour la première fois. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit ça pourrait être vraiment
quelque chose qui pourrait me rendre heureuse et avec lequel je pourrais peut-être gagner ma vie et c'est vraiment rare et merveilleux d'aimer ce qu'on fait dans le travail parce que tellement de gens dans le monde n'aiment tu vois, ils ont pas la chance de se lever et de se dire c'est une contrainte pour beaucoup de gens. Oui, c'est une contrainte pour beaucoup de gens et moi je me dis tout le temps à quel point j'ai de la chance de me réveiller le matin et de me dire je vais non seulement travailler avec des gens que j'adore mais j'adore ce que je fais et c'est une chance que pas tout le monde a et donc j'ai toujours été très consciente de ça. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as compris le métier de tes parents? Je pense que depuis que je suis petite, je comprends très bien. J'ai passé ma vie sur les plateaux, mais je pense que j'avais pas trop conscience de ce que ça voulait dire. Après, c'est drôle ce genre de questions. On me pose souvent la question, genre ça fait quoi de grandir dans ce milieu-là? Mais la vérité, c'est qu'en fait, je connais rien d'autre. Donc pour moi, c'est pas grandir dans ce milieu-là, c'est grandir tout court. Je pourrais pas comparer, donc du coup pour moi ça a toujours été comme ça quoi, ça a été mon enfance et puis je suis très heureuse que mes parents ils m'ont protégée avec mon frère. Ils ont toujours voulu qu'on puisse avoir l'enfance la plus normale possible, tu vois, avec évidemment les contraintes de ce métier parce que c'est merveilleux, mais ça vient aussi avec plein de choses qui sont pas forcément normales quoi. Donc mais j'ai toujours été très heureuse que mes parents m'ont protégée de tout ça et que j'ai eu une enfance au final assez normale et ouais, donc je pense que j'ai toujours eu conscience de ça, mais voilà, vu que j'étais assez protégée de tout ça, ça m'a pas trop heureusement, ça m'a pas trop touchée petite. Donc t'as pas été... En fait, il n'y a pas un moment où t'as compris que en fait, tes parents, ils sont super connus et vous pouvez pas marcher dans la rue sans être arrêté par des gens? En fait, ça fait peut-être genre... ça fait presque genre prétentieuse de dire ça, mais en vrai, j'ai toujours connu ça un peu. Donc, pour moi, il n'y avait pas vraiment un moment ou un déclic où je me suis dit « Ah ouais, c'est comme ça ». Ça a été toujours un peu comme ça. Après, genre peut-être quand je me suis mis à l'école et j'ai vu que les autres enfants, ils étaient un peu intéressés par tout ça. En même temps, ça c'était moins une prise de conscience de tout ça. C'était plus un truc qui me rendait triste parce que je me disais ils vont pas me regarder comme toutes les autres petites filles et tout. Mais ouais, pour moi ça a été toujours quelque chose que j'ai compris, mais dont on a essayé de me protéger quand même au plus possible. Et alors juste à propos de ça, de la peur de pas être vu pour toi et d'être sans arrêt vu à travers le fil des autres, c'est quoi aujourd'hui ton rapport à la célébrité? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou au contraire de pesant ou une donnée neutre parce que tu as toujours connu ça? Je pense que le fait d'avoir grandi là-dedans, ça m'aide quand même à gérer. Enfin, ni pour moi ni pour qui que ce soit, c'est facile dans cette position-là. C'est évidemment d'être reconnu pour son travail, c'est merveilleux et ça fait vraiment plaisir, mais après ça vient aussi avec des gens qui sont pas toujours gentils, avec des gens qui comprennent pas qu'on a aussi des vies privées, qui respectent pas les choses comme ça, donc après ça il faut gérer quoi. Mais c'est vrai que après moi je fais ce métier parce que j'adore jouer quoi. J'adore entre le moment où ils disent action et ils disent couper, c'est pour ça que je fais ce métier quoi. Donc pour moi la célébrité c'est pas ce qui m'importe, c'est même pas ce qui m'intéresse du tout en fait. C'est juste que ça fait partie du métier et après comme je disais d'être reconnu pour son travail, c'est ça qui fait vraiment plaisir et si on peut toucher une personne avec son travail, ça fait déjà trop plaisir. Donc voilà, mais après la célébrité, tout ce qui est d'être connu, d'être photographié, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Alors pour revenir un peu au concret de ton travail, est-ce que t'as déjà douté de ton talent, de tes capacités? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu t'es dit je vais pas y arriver, enfin je suis pas à la hauteur? Absolument, et puis toujours, mais même je me dis que je pense même que j'aurais pas trop envie de me dire un jour ça y est, je suis super, je peux tout faire et puis j'ai peur de rien. Enfin après c'est bien d'avoir confiance en soi, c'est sûr, et puis faut l'avoir, mais
Non, moi je doute tout le temps, et je me vois pas ne pas douter même dans l'avenir. J'espère peut-être prendre un peu plus de confiance en moi, mais c'est vrai que ouais, absolument, il y a des moments comme il y a aussi des moments où on se dit là je me sens bien, j'ai réussi cette scène, ou quand tu as de l'encouragement de ton réalisateur ou de tes partenaires, c'est vraiment des moments merveilleux où tu te dis ah j'ai peut-être fait quelque chose de bien. Ça c'est vraiment des merveilleux moments. Mais après des moments où je doute, où je me dis je vais pas y arriver, ça ça m'arrive tout le temps. Mais c'est quoi ton moteur? Parce que la petite voix qui dit t'es pas l'auteur, tu vas pas y arriver, je pense qu'on est très nombreuses à l'entendre. Ouais. Et la petite voix qui dit good job, vraiment t'as super bien géré, elle est plus dure à entendre. Elle vient d'où la tienne? C'est vrai qu'elle est plus dure à entendre, mais franchement ça vient de mes proches, des gens que j'aime, qui m'encouragent. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une famille et des amis vraiment merveilleux, et je pense que si c'était pas pour les gens dans ma vie qui me disaient de continuer, qui m'encouragent, je sais pas si je continuerais. J'ai vraiment beaucoup de ma force, je trouve, vient des gens qui me soutiennent. Et puis je trouve aussi que, comme je disais, ces moments-là où on reçoit de l'encouragement, soit de son réalisateur, qui est quand même ton chef sur un plateau, si tu reçois de l'encouragement de ton réalisateur, de tes partenaires, tous ces petits moments où tu te sens bien, faut s'accrocher vraiment fort à ces moments-là, parce que comme ça, dans les moments plus durs où tu te dis j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur, tout ça, tu peux te raccrocher à ces moments-là et dire mais souviens-toi comment tu te sentais bien à ce moment-là. En tout cas pour moi c'est ça. Est-ce que tu te souviens d'un jour où t'es sortie très loin de ta zone de confort? Sur un tournage? Comme tu veux. Ouais. Ouais, enfin après il y en a plein je trouve, mais franchement je suis là pour faire la promo des Fauves, mais franchement le premier moment auquel j'y pensais quand tu m'as posé cette question, c'est vous avez vu L'Homme fidèle? J'ai sorti aussi au mois de décembre un film qui s'appelle L'Homme fidèle de Louis Garrel, et dans ce film-là, vous l'avez vu? Moi je l'ai pas vu. Dans ce film-là, il y a une scène où je vais voir Louis dans son bureau et je lui fais une déclaration d'amour très particulière, et ouais, voilà, je vais pas en dire plus. allez voir le film, mais ouais, ça a été vraiment une scène ouais, c'était pas du tout dans ma zone de confort, mais j'adore cette scène, et d'avoir été poussée comme ça par le scénario, par le personnage, par mon réalisateur, ça m'a permis enfin c'est bien les challenges, quoi, moi je fais pas ce métier pour être à l'aise, quoi, donc moi j'aime bien les moments comme ça où je me dis oh là là, je préfère faire quelque chose qui me fait peur que de faire quelque chose que je me dis ça va être facile. Donc ça c'est un moteur. Ouais, quand ça t'as aussi. un défi, un challenge, ça te fait avancer. D'ailleurs quand on parle de ça, c'est aussi ça, c'est que moi j'aime bien je me suis dit j'aime bien faire des trucs où je me dis où je doute un peu, parce que je me dis que ça me donne ça me motive en fait pour faire au mieux, parce que si quelque chose est trop facile, tu vas pas te faire de ton mieux. Donc si je doute et je me dis oh là là, je sais pas si je vais y réussir, ça me donne encore plus envie de réussir, parce que j'y mets tout. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as pris conscience de ta voix, du fait que tu avais du pouvoir et un impact? Dans le milieu, ou juste dans ma vie, ou ces moments-là, en fait, je trouve que ça arrive souvent dans la vie, et après ça repart. Il y a comme les moments où on se dit je suis pas assez bien, et après les moments où on se dit si, peut-être que je peux y arriver. Il y a plein de moments où on se dit j'ai ma voix, j'ai du pouvoir, ce que je dis c'est important et tout ça, et je dis pas dans le public, je dis pas professionnellement, dans sa vie, quoi. Quand on se dit mes mots ils ont de l'impact et tout, et après il y a comme l'autre scénario, il y a toujours des moments où on se dit ça veut rien dire, enfin tu vois, je sais pas quoi, ou tu doutes, quoi, en gros. Ouais. Mais moi franchement c'est débile, mais je pense que c'est l'année dernière, j'ai eu vraiment j'ai l'impression que je suis vraiment je sais pas, j'ai franchi quelque chose en moi qui m'a fait vraiment prendre conscience de ma voix
et du fait que la seule personne qui a le contrôle sur ma vie, c'est moi, et que voilà, peut-être c'est en grandissant. Franchement, le premier âge où je me suis dit là je me sens différente, c'était 18 ans, parce que je sentais vraiment que maintenant j'étais une adulte, et j'ai toujours été un peu une mini adulte, genre depuis que j'ai 12 ans. Les gens me disent oh, t'es une petite femme et tout, mais franchement l'année dernière j'ai vraiment il y a eu un déclic pour moi, et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit je suis grande et maintenant ma vie elle m'appartient. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie? Ah là, c'est intéressant comme question, je pense. Le pire conseil qu'on m'ait donné dans ma vie, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je pense que ça corrobore ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tu as été très protégée et que tu as grandi dans un environnement très bienveillant. Ouais. Parce que d'habitude, alors je suis à 19 ou 20 interviews que je fais sur ce modèle-là, et je pose systématiquement cette question un peu par surprise à la fin. Et systématiquement, elles me répondent mais un truc, ça vient tout seul, quoi. Et ça veut dire effectivement que tu as l'air d'avoir été extrêmement bien entourée. Ouais, mais ça c'était c'était mon enfance. Après, depuis que j'ai 16 ans, 15-16 ans, je travaille, je voyage toute seule. C'est drôle parce que j'ai eu une enfance très protégée, très protégée, quoi, et pour des bonnes raisons, mais depuis que j'ai 15 ans, je suis assez libre, plus libre peut-être que beaucoup de filles de 15 ans, parce que j'ai commencé à travailler très jeune, et donc à ce moment-là, c'est sûr, je suis sûre d'avoir reçu de très mauvaises de très mauvais conseils, mais je m'en souviens pas. J'aimerais bien pouvoir vous sortir quelque chose de bien, mais franchement je me souviens pas. Alors, c'est quoi les meilleurs conseils que tu as reçus dans la vie, ceux qui t'ont fait gagner du temps? De jamais laisser qui que ce soit te dire des choses sur toi-même, ou essayer de t'apprendre qui tu es, parce que c'est personne peut te dire qui tu es sauf toi. Et puis en termes de cinéma, quelque chose que m'a dit Louis Garrel, qui m'a vachement aidé, c'est de constamment nourrir son personnage de pensée, parce que quand tu dis ton texte, faut aussi avoir quand on est dans la vie et on a une conversation normale, il y a ce qui sort de notre bouche, mais il y a aussi ce qu'il y a dans la tête. Donc, il faut nourrir son personnage de ça aussi. Et pour terminer, est-ce que tu as des rôles modèles qui t'inspirent au quotidien, et des figures réelles ou fictives dont tu t'inspires pour devenir la femme que tu es? C'est toujours des questions comme ça qui sont les plus difficiles, parce qu'il y a tellement de personnes incroyables que j'admire tellement depuis que je suis jeune, mais qui, comme les questions genre film préféré et tout, genre ça m'échappe immédiatement. Ma plus grande rôle modèle, c'est ma mère. C'est non seulement je suis très proche de ma mère et je l'adore, mais c'est une femme et une mère incroyable, et pour moi c'est vraiment la femme que j'aimerais devenir. Et après, il y a plein d'actrices que j'adore. J'adore Romy Schneider, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert. Enfin, il y a tellement de femmes sublimes que j'adore. Amy Winehouse aussi. C'est pas une actrice, mais c'est une femme que j'aime beaucoup. Après, franchement, mes plus grands rôles modèles, ça a été les femmes de ma vie. Ma mère, ma grand-mère, ma tante, mes tantes. Et puis les hommes dans ma vie aussi. Mon frère, franchement, je suis très... mon frère, même si c'est mon petit frère, c'est un gros rôle modèle pour moi, parce qu'il a une maturité et un cerveau merveilleux. Il est extrêmement intelligent, extrêmement mûr et intéressant et cultivé. Et voilà, j'aimerais bien être un peu plus comme lui. Eh bien, merci beaucoup, Lily Rose. Merci à vous. Passionnant. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. J'espère qu'on te reverra sur Mademoiselle. Oui, à vous aussi. Merci. Sois gentille, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou. Reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.